Bonjour Alice Queen. Bonjour Amanda. Alors Alice, aujourd'hui c'est un grand plaisir pour moi de faire cette interview avec toi où nous allons parler pas de tous les livres que tu as écrits parce que tu es une auteure qui a vraiment une production incroyable. Je montrerai juste quelques livres, par exemple celui-ci, La lettre froissée, Le portrait brisé. Comme on voit, ce sont donc tous des livres qui sont quand même très importants. Un livre que j'ai adoré, Brille tant que tu vis, très très beau. Et puis après, je mettrai bien sûr toutes les photos des couvertures des livres. Et puis bien sûr, il y a toute la série des Rosie Maldon, des comédies policières. Donc aujourd'hui, on va parler d'un livre très particulier, très spécial, qui correspond en plus à quelque chose, je crois, dont nous avons tous besoin, le bonheur. Alors, donc, je voudrais que tu nous montres la couverture de ton livre. Voilà, il est là. C'est La petite fabrique du bonheur. Et alors, donc, la première chose que je voudrais te poser comme question, c'est d'une part, alors une fabrique, a priori, c'est un endroit où on produit quelque chose. Alors, est-ce que tu aurais par hasard, par miracle, trouvé l'endroit où on fabrique le bonheur? Puisque nous sommes tous à la recherche du bonheur et nous avons peut-être aussi tous des conceptions différentes du bonheur. Alors, première question, je suppose que tu n'as pas encore trouvé la fabrique du bonheur, mais tu as peut-être une conception du bonheur. Et ce que je voudrais, c'est que d'abord tu nous expliques c'est quoi d'abord pour toi le bonheur, et après tu nous expliqueras comment tu es arrivé à écrire ce livre. Oh là là, quelle question! Le bonheur. Mais je crois que si je savais ce que c'était le bonheur, j'écrirais pas tant de choses autour du bonheur. J'aurais pas écrit La petite fabrique du bonheur, qui essaye finalement de chercher effectivement quel est le secret du bonheur et comment on peut le fabriquer. Et puis aussi, parce que c'est peut-être une quête personnelle, effectivement, parce que je me suis rendu compte à un moment donné de ma vie que effectivement. Peut-être que le bonheur, il fallait arrêter de le sacraliser avec le bonheur avec un grand B, le bonheur. Peut-être qu'on l'atteint jamais et que ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'atteindre. Et c'est peut-être sur ce chemin qu'on trouve non pas le bonheur, mais plein de petits bonheurs. Et puis c'est peut-être ça, la fabrique du bonheur. C'est peut-être une fabrique avec une machine qui sort plein de petits secrets comme ça, une petite collection. L'autre jour, je vais faire un article sur ça d'ailleurs, j'ai trouvé une phrase de Stendhal qui disait qu'il allait collectionner les moments de bonheur. C'est peut-être ça, le bonheur. Il y a, par exemple, pendant t'écoutant, je pensais à une phrase magnifique de Gabriel García Márquez qui disait « Es caminando que se hace el camino ». Donc c'est bien sûr justement ne pas chercher le bonheur qui probablement en soi n'existe pas, mais c'est la collection sur le cheminement, ou bien c'est la chanson de Félix Leclerc, le Canadien, « Mon petit bonheur ». Donc c'est ça, je pense que c'est ça, il faut redimensionner cette quête du bonheur. Alors la petite fabrique, parle-nous de La petite fabrique. Alors La petite fabrique, donc c'est un roman de quoi ça parle? Ça parle d'une jeune fille, une jeune danseuse. On la voit là, qui a été blessée par la vie déjà lorsqu'elle était enfant, et cette blessure les blessures de l'enfance agissent différemment sur les gens, suivant différents facteurs, et elle, ça lui a ça lui a forgé une volonté de faire. Et à partir de là, elle a décidé d'être danseuse étoile. Oui, mais quand le roman commence, elle a subi un accident. Et elle va se retrouver dans la petite fabrique du bonheur complètement cassée. Elle est cassée physiquement, elle est cassée moralement, puisqu'elle a perdu finalement son but, son objectif. Elle ne sait pas quoi faire de sa vie, elle ne sait pas comment faire. Et puis elle décide, parce qu'elle connaît que ça, et parce qu'elle a cette volonté de faire, elle décide « je redanserai ». Voilà. Alors, est-ce que son bonheur sera tributaire de finalement l'accès à cet objectif? Est-ce que d'atteindre cet objectif, redanser, va lui rendre le bonheur? Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce que c'est tributaire de ça? Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire. Donc c'est une histoire de résilience, une histoire de gens cassés, parce que quand elle va se retrouver dans la petite fabrique du bonheur, où elle est récupérée in extremis par la patronne qui s'appelle Amanda, comme toi, c'est pas pour rien. Et donc elle est récupérée là en même temps qu'un chat, et tous les deux vont se construire en même temps
entourée des gens qui fréquentent cette petite fabrique et qui sont tous un peu quelque part cabossés par la vie, mais elle va se rendre compte qu'en même temps qu'elle se construit, qu'en même temps qu'elle essaye de se récupérer, de retrouver son énergie, sa force et ses capacités, elle dispense sans s'en rendre compte, elle rayonne une espèce de magie autour d'elle dans les actes qu'elle fait quotidiennement, quand elle marche le matin, quand elle va faire ses exercices sur la plage, quand elle parle aux gens dans la petite fabrique, etc. Et elle va collectionner autour d'elle des gens qui sont attirés par sa lumière et elle va en fait diffuser du bonheur autour d'elle. Voilà, c'est un peu ça, oui. En fin de compte, sans le savoir, on est en plein dans la physique quantique. Puisqu'on est en plein dans l'énergie, c'est-à-dire cette énergie que nous émanons, ça peut être une énergie positive ou une énergie négative. On sait très bien que si on est avec des gens qui sont déprimés, à la fin on devient nous aussi déprimés, c'est fatigant. Et si on est avec des gens qui sont joyeux et qui nous illuminent, eh bien on reçoit nous aussi cette énergie positive. Donc cette jeune fille qui a été brisée par la vie, eh bien elle est en train, sans le savoir, de diffuser autour d'elle des petits bonheurs. Et de faire comprendre aux autres qu'ils peuvent eux aussi, qu'ils ont droit au petit bonheur. Oui, oui. Alors, il y a une chose que je trouve aussi très intéressante, c'est qu'il y a un autre côté qui est très sympathique, c'est ces fameux cafés littéraires. Parce qu'en fin de compte, c'est pas seulement qu'un bar, une petite fabrique qui s'appelle comme ça, la petite fabrique du bonheur, mais c'est aussi un bar. Et dans ce bar, oui, il y a ce personnage d'Amanda, dont je suis très honorée d'avoir donné mon nom, enfin par ton intermédiaire, à ce personnage très sympathique et très humain. Mais il y a cette idée géniale qui est d'organiser à l'intérieur de ce bar un café littéraire. Alors, c'est pas un café littéraire banal ou comme les autres. Qu'est-ce qu'il y a dans ce café littéraire ? Alors, ça vient petit à petit l'idée. Alors déjà au départ, il faut reconnaître quand même qu'il y a une prédisposition de ce café à la littérature, puisque au lieu de mettre des photos, des cadres au mur, la patronne a mis des ardoises sur lesquelles de temps en temps elle écrit une citation d'un écrivain. Et elle a des clients qui ont, bon alors ça change au gré des journées, des fois elle oublie de changer, des fois. Et elle a des clients dont une bibliothécaire. Et un vieil aveugle qui est très littéraire aussi, qui adore lire, qui adorait lire lorsqu'il pouvait le faire, qui de temps en temps souffle des citations. Donc déjà au départ, la petite fabrique, elle est prédisposée à la littérature. Mais Meryl, elle ne supporte pas en ce moment... Il faut spécifier, Meryl, c'est le nom de la jeune fille, de la danseuse. Oui, Meryl, c'est la petite danseuse qui est devenue la serveuse. Et elle ne supporte pas de voir que le vieil aveugle adore lire, qu'il rêve par exemple de relire Proust, et la bibliothécaire vient avec Proust parce qu'elle lit, elle profite de son heure où elle mange et elle lit en même temps parce qu'elle a un petit peu de temps pour elle, sinon elle est prise par sa famille, par la bibliothèque, etc., par son travail, et donc elle lit justement la Madeleine de Proust, et il y a des petites idées qui viennent dans la tête. Et puis il y a un chômeur aussi, un jeune homme d'ailleurs qui ne laisse pas Meryl complètement indifférente. Et ce chômeur, il a toujours des marques sur le visage parce qu'il se castagne beaucoup, c'est un gros bagarreur. Il a un secret dans sa vie, on ne sait pas trop pourquoi il est comme ça, il est un petit peu toujours de mauvaise humeur. Et elle se dit, mais moi, finalement, il pourrait peut-être travailler en faisant la lecture au vieil aveugle qui rêve, et Amanda pourrait faire des madeleines, et on pourrait faire un café littéraire d'un genre spécial. On fait une pâtisserie délicieuse, on invite tout le monde, y compris des enfants gourmands, à venir, et en même temps on prend dans la littérature des extraits en relation avec la pâtisserie qu'on a faite ce jour-là. Et en fait, on arrive à allier comme ça le goût, les saveurs, les odeurs et l'esprit, puisque intellectuellement on se nourrit aussi de l'extrait. Et la bibliothécaire, elle, qui est très très à cheval sur la littérature classique, elle va imposer Proust, bien entendu, puisqu'elle est en plein dedans en ce moment, ce qui va ravir Amédée. Alors bien entendu, Robin, le jeune homme un peu fâché avec la vie, il n'est pas très content de ça parce qu'il n'aime pas spécialement lire, lui. Mais bon, c'est un boulot comme un autre, donc il va se piquer au jeu aussi. Et tous les mercredis à 4h, on va avoir un goûter littéraire,
un extrait lu. Alors bien sûr, dans le roman, ça va donner ça va donner la possibilité de faire avancer l'intrigue parce que, en plus, l'extrait littéraire choisi va avoir une action sur ce qui se passe dans la vie des clients, dans la vie de Meryl, dans la vie de Robin. Voilà, et donc ça va avoir des écrous, tu vois, dans une machine. Ben, on est dans une fabrique, hein, donc tout ça va s'emboîter et provoquer aussi des événements. Voilà. Alors, ce que je voudrais surtout spécifier à ceux qui nous suivent, c'est que ce n'est pas un cours sur la littérature classique, on ne va pas leur imposer Proust, ni autre chose. Ce sont justement des écrous, comme tu dis justement, qui permettent d'arriver à une intrigue et d'arriver aussi à des sursauts. Il y a des moments de violence, il y a des moments de tendresse, il y a des grands moments d'amour, parce qu'il ne faut pas oublier que ce livre, c'est ce qu'on appelle un livre dans la catégorie Feel Good. Oui. Tu peux nous dire 2 mots sur qu'est-ce que c'est que la catégorie Feel Good pour ceux qui ne sont peut-être pas très au-dedans de ces catégories? À vrai dire, je me suis rendu compte que malgré moi, j'écrivais du feel good en fait, parce qu'en fait, finalement, le feel good, c'est quoi? C'est les romans qui permettent aux lecteurs de se sentir mieux quand ils ont fermé la dernière page, d'avoir trouvé un peu de force, d'avoir trouvé un peu d'énergie, d'avoir peut-être retrouvé l'espoir s'ils en avaient plus, d'avoir trouvé peut-être le goût d'avancer là où ils en étaient, voilà, tout ça. Donc c'est des livres qui rendent l'espoir et voilà. Donc si tu veux, au niveau marketing, on est obligé de faire rentrer les romans dans des catégories. Alors j'avais une copine qui se rebelle un peu contre les catégories feel good, elle me dit moi je préfère les feel bad. Très bien, c'est une catégorie aussi, et on peut faire des feel bad qui deviennent des feel good, on s'en fiche. En fait, on s'en fiche un peu de tout ça, mais c'est vrai que, d'ailleurs, la couverture le montre, hein, elle est très douce, voilà, les couleurs sont tendres. Mais on voit là dans le coin. On arrive à ce fameux ballon que tient la danseuse, qui n'est pas un ballon joli qu'on va laisser partir, mais il a la forme que nous connaissons tous aujourd'hui, qui est la forme du fameux virus. Alors, on se demande qu'est-ce que vient faire le virus dans un roman feel good, justement. Oui, oui. Et ça a été le défi qui s'est imposé à moi, parce que pendant que j'écrivais, j'étais presque à la fin de la petite fabrique, le coronavirus s'est invité dans nos vies à tous, et j'ai été en panne d'écriture pendant au moins 15 jours, ce qui est énorme pour moi et ce qui signifie que je suis quand même très déprimée, et j'étais obsédée par ce fichu coronavirus. Et donc, j'ai trouvé au bout de 15 jours une solution, parce qu'il fallait que je trouve une solution. Et la seule solution, puisqu'il n'y avait que le coronavirus qui m'obsédait, seule solution pour que je puisse reprendre mon écriture, c'était d'intégrer le coronavirus à l'écriture. Mais le challenge était qu'il fallait que ça reste un feel good. Donc, j'ai décidé d'intégrer le calendar, le calendrier de comment le coronavirus est arrivé dans nos vies, petit à petit. Et je me suis dit, le roman se termine. Donc, du coup, ça a donné un calendrier très précis au roman, qui n'était pas prévu au départ. Et le roman se termine. Ça, je peux le dire, c'est pas grave, parce que je ne dévoile pas l'intrigue pour autant. Le roman se termine quand le confinement commence. Voilà. Okay. Donc, bien entendu, les histoires sont loin d'être réglées, les histoires du coronavirus, quand le roman se termine. Mais on a en même temps tous ces personnages qui sont comme toi et moi, et qui sont des personnages qui doivent lutter et qui doivent essayer de retrouver de l'espoir, se reconstruire, etc. Et qui en plus reçoivent de plein fouet les nouvelles du coronavirus. Et on voit les réactions de chacun. Chacun a une réaction différente, comme on a... Et oui, on a tous vu ça dans la vie. On a vu des gens qui, on a vu la bataille Raoult et la médecine officielle. On a vu les réactions du gouvernement. On a vu les réactions de chacun par rapport à est-ce que je vais porter le masque, pas le masque, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je fais attention, est-ce que je fais geste barrière ou pas, ou est-ce que c'est bidon, ça n'arrivera pas chez nous, enfin, etc. Et tout ça, je le mets dans le roman. Il faut savoir que ça reste en filigrane. Derrière, en fond, entre les lignes presque, et ça m'a permis d'encore mieux définir mes personnages en fonction de leurs caractéristiques. Leur réaction au coronavirus était très différente suivant leur personnalité.
Alors, ce que je te propose, Alice, si tu es d'accord, c'est qu'on va interrompre pour le moment cette interview, de façon à ne pas qu'elle ne soit pas trop longue. Et puis, on va la reprendre dans un deuxième temps, et on va pouvoir approfondir, si tu le veux bien, les personnages, parce que je trouve que c'est absolument extraordinaire. Moi, j'ai été enthousiasmée par ce roman. Et puis, on va partir justement à partir de ces expériences de vie, de cette recherche du bonheur, pour faire comprendre aux lecteurs et aux lectrices qui ne sont pas encore plongés dans la fabrique du bonheur, ce qu'ils peuvent trouver dans la fabrique du bonheur. Alors je te propose et je te dis à bientôt, à tout à l'heure. Merci Amanda, à tout à l'heure.